Salut tout le monde. Alors, welcome à tous. Déjà, je voudrais une confirmation dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? A priori pas. Ah, 5 sur 5. Ok, mortel. Ça va, le son est pas de mauvaise qualité. Top, merci beaucoup à vous. Je me présente juste rapidement. Moi, je suis Fabien. Je suis SWI à la Holberton School de Toulouse. Et effectivement, comme ça a été dit dans le chat, il y a un petit souci avec le titre du live. J'ai oublié de le changer avant de démarrer le live, c'est celui de la semaine dernière. Aujourd'hui, on ne fait pas de C, puisque c'était déjà la semaine dernière. Je rappelle un peu le but de ces lives. Donc, on est donc responsable pédagogique à la Holberton School, donc une école de programmation en France. Et on fait tous les mercredis un live coding d'une heure où on code en live. Souvent, on choisit une technologie. Ça peut être des sujets en rapport avec ce que nos étudiants dans les écoles suivent comme parcours. La semaine dernière, c'était notamment du C. Ou alors, pas du tout. Le but, c'est plutôt que nos étudiants puissent voir quelqu'un coder pendant une heure, découvrir des nouvelles technos, éventuellement être curieux, aller chercher des choses, voir que même quand on a déjà des bases de dev, on est amené à lire des docs, aller fouiller, chercher, galérer. Et aujourd'hui, c'est pas du tout du C qu'on va faire, c'est du React. Donc je changerai le titre après coup dans les réglages. Euh, c'est pas dramatique, je pense. Euh, Après, resteront ceux que ça intéresse. Là, aujourd'hui, on va partir d'un projet vierge et on va monter un projet en React. Donc React qui est un framework pour faire du full stack, du front notamment. On va essayer de mettre en place un système pour le déployer automatiquement sur GitHub Pages et pouvoir le diffuser si on a besoin. À titre modifié, merci beaucoup. Merci, super. Trop bien, merci. Je pense que ça doit être Arthur qui est derrière ça. Merci beaucoup pour ça. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà, on va démarrer parce qu'on a une heure, ça passe assez vite. Donc moi j'ai déjà préparé un petit truc, j'ai fait un repo sur mon GitHub que j'ai appelé Live Coding React and Daisy. Vous découvrirez ce que c'est Daisy dans cette vidéo. C'est donc un repo que j'ai clone directement ici, donc vous pouvez le voir là. Alors est-ce que vous pouvez juste me confirmer que c'est suffisamment grand le terminal que vous arrivez à lire sur le chat? Je pense que oui, j'ai pas besoin de zoomer de plus à mon avis, mais voilà, juste que ce soit bon là-dessus, ok. Et puis voilà, j'ai ce repo, pour l'instant ça va, ok. J'ai ce repo qui est là, de toute façon je vais pas avoir des milliards de choses en terminal à faire. Et on va commencer. Pour commencer, donc là je vous ai dit qu'on allait lancer un projet React. Je vais aller sur Google directement, Google ou votre moteur de recherche préféré, et je vais taper vite Tailwind, parce que dans mon projet, donc la stack technique qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser Vite pour créer notre projet React. On va utiliser le framework React pour coder. On va utiliser Tailwind pour tout ce qui est styling, donc le CSS. On va utiliser une autre bibliothèque qui s'appelle Lucid React qui nous sert à récupérer des icônes. Et on utilisera une autre librairie de composants qui s'appelle donc Daisy UI, qui est assez cool et assez simple à mettre en place. Donc on va voir ça aujourd'hui. Et là, on va aller tout simplement sur le premier lien ici et on va suivre la doc. Vous voyez, c'est pour vous montrer que j'invente rien. Je fais pas, je pourrais le faire de tête, mais moi j'aime bien partir des docs parce que ça s'adresse aux débutants. J'ai pas pensé à le dire évidemment. C'est pour ça que même pour les gens qui débutent là le cursus chez Holberton et qui commencent par du C, normalement vous pouvez quasiment partir de zéro sur ce que je vais vous montrer puisque je ne vais faire que suivre des docs qui sont en ligne. Globalement, à chaque fois, je vais essayer de faire ça. Alors, il y aura des petites subtilités, mais voilà. Et donc, là, tout simplement, pour créer un projet, j'ai une première commande en utilisant Vite, qui est ici. Donc, je vais copier cette commande. Donc là, je vais jongler un peu entre VS Code et mon Internet. J'espère que ça vous posera pas trop de problèmes. Je colle ici. Alors, par contre, vous voyez que moi, j'ai déjà créé un dossier pour mon projet, donc je ne vais pas restipuler un nom de dossier. Je vais mettre un... Voilà, hop, je vais effacer le nom du projet et je vais mettre un point slash pour dire que je le veux dans le dossier actuel. Et c'est parti. Et donc là, j'ai une petite interface qui s'affiche ici. Je vais augmenter un petit peu la taille, mais vous voyez, qui me permet de choisir un petit peu les différents frameworks qui existent. Alors en l'occurrence, nous, on va aller sur React ici. Moi, pour s'adresser à des débutants, je vais coder en JavaScript directement. De base, on utiliserait plutôt du TypeScript, c'est un petit peu plus moderne, un petit peu plus professionnel, mais là, pour ce live coding, je vais rester sur du JS. Il y a plusieurs raisons à ça. Je trouve que c'est plus simple à comprendre au début. Moi, je suis un peu plus à l'aise aussi sur le JavaScript pour l'instant. Le TypeScript, bon, c'est bien mieux, hein, évidemment, puisque vous typez
vos variables, mais là, on va partir là-dessus. Je ne vais pas faire de choses expérimentales et je vais lui demander de démarrer mon serveur directement. Donc, vous voyez déjà qu'il est en train de créer toute la structure de base du dossier et du projet React. Donc, ça, c'est cool, je n'ai pas à m'embêter. Euh, donc là, c'est parti et il lance mon serveur. Je vais ouvrir directement mon serveur et vous allez voir qu'il ne va pas fonctionner. Alors, hop, petit souci pour l'ouverture parce que je travaille avec différents navigateurs. Hop, on va aller l'ouvrir ici. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien qui va s'ouvrir, ça va ramer. Ça, c'est parce que j'ai une particularité, je suis sous Mac. Et sous Mac, les serveurs qui sont dans les ports 5000 ne sont pas disponibles. Donc, on va commencer tout de suite, vous voyez, par faire une petite modification. Alors, sur PC, normalement, vous n'auriez pas de souci. Ça démarrait directement. Mais sous Mac, je vais ouvrir ici. Vous voyez, vous avez un vide config. Je vais l'ouvrir et je vais modifier les réglages de mon serveur. Donc dans les réglages de mon serveur, je vais changer le host. Là, je vais mettre par défaut, voilà. Il ne faut pas que j'oublie de mettre des petits guillemets ici. Tac, voilà. Et je vais surtout changer mon port et je vais basculer sur un port 3000. Là, j'enregistre et vous voyez qu'ici, il relance mon serveur. Et évidemment, il le relance sur un autre port, donc il va falloir que je change mon lien. Donc je retourne sur ma page et je relance mon site. Et là, vous voyez que mon React est déjà prêt à fonctionner. C'est un des gros atouts de la technologie Vite qui vous permet de démarrer vos frameworks en quelques secondes, parce que là, je sais pas, ça doit faire 3 minutes qu'on a commencé. Et vous voyez que là, c'est la page par défaut de Vite plus React, et vous voyez que j'ai un projet React qui fonctionne. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. Moi, je vais continuer à suivre quand même le tuto ici, parce que je veux mettre Tailwind avec. Donc je suis, vous voyez. Là, je suis déjà dans mon projet, je n'ai pas besoin de faire cette commande. Donc là, je vais installer Tailwind. Donc je repars sur VS Code. Je vous ai dit au début, je vais jongler pas mal entre les deux. Là, je vais laisser tourner mon serveur en back ici. Et je vais me mettre un nouveau terminal. Et dans ce nouveau terminal, c'est là où je vais taper mes commandes. Je vais réduire un peu ici pour qu'on la voit en entier. Donc là, j'installe j'installe Tailwind, pardon. Donc Tailwind, qui est un outil pour faire du CSS plus facilement. Enfin, plus facilement, c'est pas le terme, mais je le détaillerai à un moment donné où je vous parlerai de composants React. Je vous expliquerai pourquoi Tailwind est vraiment intéressant dans cette structure de travail-là. Je le détaillerai un peu. Donc là, vous voyez, ça a installé mon package. Et puis, je vais continuer à suivre. Donc, vous voyez ici, c'est très bien indiqué. Configure the Vite plugin. Vous avez le nom du fichier édité. Vous avez les lignes qui sont surlignées à copier-coller. Bon, bah, pas me prendre la tête. Ce qui est bien, c'est que je l'ai déjà ouvert puisque j'ai modifié mon serveur là-dedans. Ça, c'est la configuration de Vite. Et je récupère le petit Tailwind qui va bien ici aussi. Là, je vais faire des petits sauts de ligne parce que je suis un maniacos. Voilà. Hop, j'ajuste tout ça. Et voilà. Donc là, j'ai mon Tailwind qui est configuré dans mon Vite. Et je vais récupérer ici, ils vous disent de mettre dans votre CSS l'import de Tailwind. Alors là, je vais commencer à modifier un peu la structure de base du projet qui m'a été créé. Alors, excusez-moi, j'ai coupé mon retour parfait. Pardon. Désolé, je m'interromps 2 secondes parce que j'avais plus le retour visio du Twitch et j'aime bien quand même être sûr que vous voyez bien le bon écran. Vous n'hésitez pas à m'arrêter dans le chat s'il y a une question, s'il y a un truc où je vais trop vite. Encore une fois, le but normalement de ces live coding, je ne devrais même pas trop causer, je devrais coder. Mais là, comme c'est adressé vraiment aux débutants en React, je vais vous expliquer un peu quand même ce que je fais. Donc là, du coup, je vais ouvrir ici mon dossier source. J'ai 2 dossiers, vous voyez, j'ai un dossier public dans lequel j'ai un SVG déjà, j'ai un dossier assets dans lequel j'ai un autre SVG. C'est les fameuses petites images que vous voyez ici, vous voyez, c'est ces 2 images-là, avec des liens là, voilà, c'est ces 2 petites choses-là. Moi, je vais les supprimer, parce que je vais repartir sur une base, entre guillemets, saine. Ici, j'ai le CSS de mon application, je vais le virer aussi, j'en veux pas. Là, j'ai mon index CSS, je vais le vider, parce que comme je vous ai dit, je vais partir sur une base propre, et c'est là-dedans que j'importe mon Tailwind, pour qu'il soit fonctionnel. Je vais vous montrer ce que ça fait quand il y est et quand il n'y est pas. Je vais faire un petit truc, alors ça c'est un petit truc perso, vous faites comme vous voulez. Moi ici j'aime pas l'appeler index, j'aime bien l'appeler global CSS, puisque c'est là-dedans que je vais mettre grosso modo le CSS global de mon projet et mes imports notamment. Évidemment, si je change ce nom-là, il ne faut pas que j'oublie de venir le changer dans mon main ici. Vous voyez, le global. Voilà. Je vais faire des petits trucs de maniaque. Tac, tac, pour bien dissocier mes imports. J'enregistre. Voilà. Là, j'ai configuré ça. Je vais ici venir clean tout ce qui est le app.
hop, je vais vous détailler un peu après ce que c'est que tous ces éléments pour que ceux qui ne connaissent pas comprennent bien. Mais ici, en gros, je nettoie. Je vais vous expliquer comment ça marche le React par rapport à d'autres éléments. Mais ici, je vais venir mettre un titre. On va mettre un titre Holberton School. Et je vais venir mettre des balises Tailwind. Alors, donc là, en gros, j'ai une fonction JavaScript ici qui s'appelle app, qui a un return dans lequel je vais return du HTML. Et c'est ce HTML qui va être rendu dans ma page. Alors, vous voyez ici, j'ai des erreurs, c'est normal, je n'ai pas enregistré encore cet élément. Les classes dans cet élément, ce ne sont pas des classes toutes seules, on met class name comme mot-clé au lieu de classe. Donc, il faut faire attention. Et puis là, je vais venir mettre je vais mettre un texte 6XL par exemple et un texte red 500. Alors vous allez me dire, mais d'où tu sors tout ça, nanani nanana. En fait, tout ça, ici, j'ai gardé ouvert exprès cette page parce que j'ai la doc de Tailwind. Et dans la doc de Tailwind, je vais avoir tous ces éléments. Là, j'ai modifié la size de la fonte. Mais en fait, vous avez tous les mots-clés ici de Tailwind pour modifier les sizes. Et moi, j'ai mis texte 6XL, donc ça me fait un gros texte Holberton School et je l'ai mis en rouge parce que je connais mes codes couleurs en rouge. Ça me permet d'être sûr que mon Tailwind est bien fonctionnel dans mon projet React. Donc à partir de là, j'ai plus trop à me préoccuper. Je sais que mon Tailwind marche bien. Donc ça, c'est cool. Et là, on est d'accord que j'ai une application relativement vierge. J'ai encore quelques petits éléments à changer. Ici, dans mon index, alors vous m'en voulez pas, ça je le fais vite fait, vous occupez pas de ça. C'est des tocs que j'ai. J'aime bien que mes structures soient toujours les mêmes. Donc ici, moi, je l'utilise en majuscule. Ah oui, vous voyez là, j'ai fait une indentation automatique. Donc en fait, j'appuie sur la touche F1 de mon clavier et je fais Format Document et il m'auto-formate ici. Là, je vais virer pour l'instant la favicon, j'en ai pas besoin. Et ici, je vais changer le title de ma page pour l'appeler Holberton School. Et j'enregistre. Donc comment ça marche le React? Vous voyez que j'ai mon index.html ici qui sera rendu, dans lequel j'importe un script qui est mon main.jsx, donc qui est un fichier JavaScript en fait, un JSX pour le React. Voilà, j'ai une div ici qui est root, qui est la racine de mon projet. Et donc moi, mon main ici, hop, c'est là que je vais importer mes éléments pour faire fonctionner mon React, que je vais importer mon élément app qui est ici dans lequel je vais coder ma web application. Et j'importe bien sûr mon global CSS ici. Comme ça, ce CSS va être appliqué à tous les sous-éléments que app va contenir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'importer ça dans chaque fichier. S'il est importé dans mon main ici, je pourrais utiliser le CSS qu'il y a là. Et c'est pour ça que le Tailwind ici fonctionne bien. Je ne sais pas si je résume bien ça. J'essaie de vulgariser un peu. C'est pas facile. Ça demande normalement quand même un petit peu d'apprentissage. Il faut déjà être un peu à l'aise avec le JavaScript. Mais voilà. Donc là j'ai mon index qui est prêt, moi ça me va, le site il va être en anglais, il n'y a pas de problème. Et ici le readme, hop, on va se faire un petit readme ici et on va mettre le titre. Donc moi j'avais appelé ça React and Daisy. Voilà, donc je remets le même titre en gros que mon repo ici et ça me va. Ce que je vais faire pour être sûr que mon repo il est bien lié avec mon GitHub. Alors là j'ai un petit Gitignore aussi, il va pas me plaire celui-là. Je vais aller vous montrer comme ça un petit tips. Ici je tape dans Google GitHub Gitignore. Et en fait vous avez GitHub qui vous fournit une collection de Useful Gitignore. Je vous rappelle Gitignore c'est pour sélectionner des fichiers, dossiers ou tout ce que vous voulez qui ne seront pas push, qui ne seront pas reconnus en tout cas par Git dans votre versionning. Et moi ici je vais regarder s'il y en a un React, je pense pas. Mais moi, je vais plutôt mettre celui de Node.js parce que je vais pas mal utiliser du Node. Donc, je vais juste copier-coller ça. Voilà, donc là, je peux fermer cette page, j'en aurai pas besoin. Et là, il y a déjà quelques éléments qui sont par défaut, mais moi, je vais venir les compléter avec ça parce que, vous voyez, il est beaucoup plus long, ça prend beaucoup plus de choses. Pour moi, c'est un petit peu meilleur. Je les trouve plus complets. C'est Gitignore, il manque juste les .ds de Mac. Si vous ne savez pas ce que c'est que ça ne vous concerne pas. C'est des fichiers temporaires que le Mac crée quand je rentre dans des dossiers. Pour ça, je les rajouterai plus tard. On s'en fiche un peu. Et là, je vais faire mon premier commit. Je vais essayer de le faire explicite. Create basic React web application with Vite. C'est ce que ça fait. Create basic React web application with Vite. OK. Et là, je fais mon petit commit and push ici. Et je vais aller sur mon GitHub et m'assurer que ça a bien fonctionné.
en actualisant, je vois que j'ai mon README avec mon title, et je vois que mes fichiers ont déjà été mis. Et là, si je fais une connerie, je peux toujours revenir à ce commit-là et récupérer un projet React vide, prêt à fonctionner. Ok, bon. Là, on a déjà fait quelques éléments. Je vais importer quelques autres bibliothèques. Je vous ai dit que je voulais utiliser plusieurs choses. Je vais utiliser un truc qui s'appelle Lucid React, qui est un truc que moi j'aime beaucoup, Lucid React. Alors faites attention parce qu'il existe Lucid tout court aussi, hein. Là, on va bien utiliser la version pour React. Lucid tout court, c'est pour un projet en Vanilla, par exemple, vous pouvez l'utiliser, mais nous, on va aller sur la version React. Je vais avoir ma petite commande d'installation ici, donc vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je copie, je retourne dans mon terminal, je colle, je fais entrer. Ça va m'installer cette librairie. C'est une librairie d'icônes en fait, hein. Et j'ai un how to use ici, moi pareil. Je me contente d'aller copier un peu les codes. Alors, vous voyez, il a modifié ici les packages.json. Les packages.json, c'est l'ensemble de vos dépendances qui servent à faire fonctionner votre projet. On voit bien qu'il a rajouté la dépendance Lucid React. Bon, ça c'est le petit détail. Et moi, je vais venir travailler pour l'instant dans mon app JSX. Je vais rajouter, alors hop, pardon, c'est l'import que j'ai copié-collé. Mon import, je le mets dans le début de fichier. Donc là, en gros, j'importe l'icône caméra de ma bibliothèque Lucid React. Ok, c'est cool. Je vais récupérer l'icône de caméra ici, tac. Et je vais venir coller ça à la suite là. J'enregistre et je vérifie toujours. Ok, c'est bon. Ma bibliothèque est fonctionnelle. Vous voyez là, j'ai une icône d'appareil photo. Imaginons que je veuille une icône de Moon, puisque c'est ça qui va me servir pour faire le light dark mode qu'on va faire ensemble dans quelques minutes. Ici, tout simplement, je change le mot-clé Moon et j'ai bien la petite lune classique, vous voyez, que vous pouvez voir sur les light mode, dark mode. Et donc ici, en fait, dans icônes, je vais avoir l'intégralité des icônes disponibles. Et comme vous pouvez le voir, il y en a quand même un bon paquet. Un des trucs qui est très 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 cool avec cette librairie, c'est que vous pouvez modifier l'épaisseur du trait, vous voyez ici. Donc ça, c'est assez cool de vos icônes. Vous pouvez modifier la taille en temps réel directement depuis l'icône, je trouve ça assez cool. Et ça, c'est pour avoir une largeur absolue. C'est autre chose, on s'en fiche un peu, la couleur aussi. De toute façon, ce qui est génial, c'est que comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux balises. Une balise pour la couleur et une balise pour la size. Je ne vous cache pas que moi, je vais casser ça. Parce que je fais un projet qui est assez cool, qui utilise Tailwind. Et je peux mélanger Tailwind est compatible avec cette librairie. Donc là, je vais lui rajouter un class name. Donc là, si j'enregistre, normalement, si je ne me gourre pas, mon icône, elle est redevenue, vous voyez, la couleur de base qui est le noir. Si j'ai envie de mettre la red, eh ben, je mets un texte red 500, j'enregistre, et voyez mon icône, elle a pris la même couleur que mon red 500 ici. C'est ça qui est intéressant. Donc dans l'absolu, je pourrais mettre tout ça dans une div et faire en sorte que l'ensemble du texte soit de couleur. Alors attention ici, pour la size de l'icône, de mémoire, je vais juste vérifier, je ne sais plus comment on la change, je retrouverai ça après. Où on gardera... parce que je ne crois pas que ce soit texte XL, je pense que ça ne marche pas, parce qu'en fait c'est un SVG ici, donc c'est une image, donc c'est la size de l'image qu'il faut changer, on le changera après, mais grosso modo, moi je vais les garder comme ça, donc pour l'instant je m'en fiche un peu. Mais voilà, vous avez donc deux méthodes ici pour changer la taille et les couleurs de votre image. Vous pouvez garder le truc de base ici, hein, qui sont des balises reconnues par la librairie Lucid React, ou venir le faire en Tailwind. Ça, c'est cool. Donc cette bibliothèque est installée, maintenant je pourrais récupérer des icônes, ok, trop bien. Ça c'est fait. Et maintenant moi je vais aller, donc là vous voyez je me la garde ici, cette bibliothèque ouverte, comme ça quand j'ai besoin d'une icône, si j'ai besoin d'un sun, je tape soleil, je l'ai là. Si j'ai besoin, je sais pas, j'imagine que LinkedIn, vous voyez, elle est là. Enfin, voilà, je peux aller chercher toutes mes icônes directement comme ça, c'est très rapide. Ici, je garde toujours ma doc. Et là, je vais aller chercher un truc. Moi, j'aimerais bien créer un autodéploiement sur GitHub de ce projet-là. Et je veux le créer dès le début, je ne veux pas attendre. Et donc, il existe un truc qui s'appelle GHPages, deploy GitHub. Je pense si je tape ça, GitHub avec vite. C'est important de préciser vite. Et là, je vais aller regarder Deploying Static Site, vite, il explique. Voilà, ça j'aime bien. Vite to live in 5 minutes, vous voyez, tac. Donc c'est une doc. Moi, je sais déjà en vrai comment faire, donc je ne vous cache pas que je ne me tape pas à lire toute la doc devant vous pendant live coding. Je ne pense pas que ce serait hyper intéressant pour vous, mais évidemment que les gens qui débutent là-dessus, je vous invite à lire l'entièreté. Là, je vais déjà récupérer ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est encore une nouvelle dépendance. Donc je l'installe.
Tac, c'est parti, ça va prendre quelques secondes aussi. Et puis bah là, j'ai différentes choses à faire. Dans ma config de Vite, il faut que j'indique la base de mon site. Donc je récupère le code qui est là, toujours pareil. Vous voyez, pour l'instant, je fais que des copier-coller, hein, j'invente rien. Là, ici, je vais venir mettre ma base. J'oublie pas de mettre ma virgule. Évidemment que ma base, là, elle n'est pas bonne, hein. Moi, il ne s'appelle pas comme ça. Je vais sur mon GitHub. Ma base, c'est ce bloc-là. Tac. Je le copie, je le colle. Donc ça, c'est pour indiquer la base pour le déploiement. J'enregistre. Et je vais avoir besoin d'un autre élément. C'est dans mon package.json. Je vais avoir besoin, donc là, il va me donner une commande pour déployer le site directement. Moi, je ne vais pas utiliser le pré-deploy, je m'en fous un peu, je vais vous montrer, je vais faire autrement. Je fais un peu à ma sauce sur ça. Mais par contre, je vais avoir besoin d'indiquer la home page du site. Donc ça, je la copie. Donc là, je vais dans mon package.json. Donc le package.json, c'est un peu la config complète. Vous voyez, on a le nom du projet, on a s'il est privé ou pas, on a les dépendances de développement, on a plusieurs éléments, c'est un truc assez important. Et ça, je vais vous le détailler dans 2 minutes. Évidemment que là, bah, moi, mon username, je le connais sur mon GitHub, donc je ne m'embête pas à aller faire un copier-coller. On va éviter de faire une faute, sinon ça ne marchera pas. Et pareil, là, mon repo name, c'est toujours le même, hein, c'est toujours ce truc-là. J'aurais peut-être dû le faire en une fois. Et je viens le coller ici. Voilà. Et là, j'ai une config qui commence à être pas mal. Et ici, les scripts, c'est les éléments que je peux lancer. Donc là, vous voyez, mon serveur, pour l'instant, il tourne. Hop, il est là, mon serveur qui fait tourner mon site web. Si jamais je le quitte ici, donc là, je le kill, vous voyez, j'ai killé le process. Bah, si je fais mpn run dev, donc en fait, c'est la commande dev qui est là, bah, je déclenche vite et ça relance mon serveur et je peux le réouvrir. Vous voyez, ici, il est toujours actif, je peux le voir, vous voyez, live coding. Hop, ce qui est bien, c'est qu'il y a le nom qui s'est mis là. Ça, c'est les petits réglages qu'on a fait. Et donc ici, j'ai plusieurs commandes. J'ai une commande de dev. Moi, j'ai une commande de lint. Donc un linter, c'est un vérificateur de code. C'est un peu comme Betty pour ceux qui font du C, ou comme Picodestyle pour ceux qui sont au Python. Je vulgarise un petit peu hein, tout ça pour les mecs qui sont ultra calés, pros, qui connaissent tout ça déjà par cœur. M'en voulez pas, j'essaye toujours de rendre ça le plus accessible. Là, j'ai une commande pour build mon projet. Donc ça veut dire que je transforme mon projet de React à HTML, CSS, JavaScript. Parce que je vous rappelle que vos navigateurs ne comprennent que du HTML, du CSS et du JavaScript et rien d'autre. Et ça, c'est pour faire une preview de ce que j'ai build. Et ici, je vais rajouter donc une commande qui m'est donnée d'ailleurs dans mon petit manuel ici. Celle-là, je la copie parce que pour le coup, je la connais vraiment pas par cœur. C'est deploy. Et ça, deploy, c'est tout simplement pour envoyer sur GitHub. Et ça, je le mets à la fin ici. J'oublie pas de mettre une virgule ici et d'enlever ça là. Et puis, ben, là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais aller tester le fonctionnement de tout ça. Là, j'ai une page qui est extrêmement moche sur laquelle il n'y a rien, c'est pas très intéressant. Mais par contre, je peux la déployer quand même très très vite. Donc, je vais retourner ici. Je vais quand même commit tout ça là et je vais dire create deploy GitHub pages, je vais mettre pour préciser, vous voyez, pour que les gens comprennent bien, GitHub pages automatic deployment. Voilà, c'est peut-être pas un très bon anglais, parce que là, grosso modo, c'est ce que j'ai fait. Je pourrais rajouter que j'ai installé, pardon, que j'ai installé, où est-ce qu'il est, que j'ai installé GHPGs, tout ça en détail, Lucid React. Bon, là, je fais un truc un peu générique, parce que je dois aller quand même assez vite. Donc là, je push. Et dans mon deuxième terminal ici, de manière très simple, je vais faire un npm run build. Je vais quand même build une fois mon projet. Donc là, ça va convertir en gros tous mes codes React et tout en HTML. Ici, vous pouvez faire un preview. Ça vous permet de vous assurer que vous avez le même rendu sur votre projet build que sur votre projet, final. Donc là, vous le voyez, j'ai le même, donc je ne perds pas de temps là-dessus à vous le remontrer sur ça. Évidemment, je ferme ce serveur-là qui ne me sert pas. Et surtout, là, je vais faire un npm run deploy. Et là, vous allez voir, c'est assez magique. Donc là, vous voyez, je ne fais plus rien. Je tape plus, je ne fais plus aucune ligne de code. Vous avez mes petites mains qui sont là. Ça a fait une action et ça a publié mon site. Quand je retourne sur mon GitHub ici, ce que ça a concrètement fait, c'est que ça a créé une nouvelle branche. Ah, ça ne l'a pas fait. Alors, attendez, j'actualise quand même peut-être. Voilà, ça a créé une nouvelle branche ici, GHPages. Et dans ce GHPages, vous voyez bien que j'ai un index HTML, j'ai mon Gitignore qui s'est mis quand même, j'ai mon dossier assets dans lequel j'ai mon CSS et mon JS. Alors ils ont des noms bizarres, vous inquiétez pas, c'est pas gênant, c'est fait exprès.
Et ce qui est assez fou, c'est que maintenant, donc là j'ai toujours mon projet de travail et j'ai ma page de déploiement, donc c'est plutôt cool. Ici, dans les petits réglages de votre projet, donc déjà vous pouvez virer les éléments qui sont là. Alors le deploy, je vais le laisser, parce que là en l'occurrence je fais des déploiements, donc c'est intéressant. Je peux cocher ici Use your GitHub Pages website. Je sauvegarde et donc là j'ai accès à une page qui ne marche pas. Donc ça, il va falloir que je vois pourquoi. Ça veut dire que j'ai un réglage qui est pas bon. Parce que normalement, ça devrait marcher. Alors, on va aller regarder un petit peu tout ça. C'est-à-dire que mon déploiement... Ah, mais non, je suis con. Pardon, excusez-moi. Je dis des gros mots. Je suis un petit peu bête. Ici, vous pouvez voir, il y a un petit point orange là. En fait, le déploiement de mon site, il est toujours en cours ici par GitHub. Donc, pour pouvoir accéder à mon site, il faut bien sûr que je le laisse travailler un petit peu. C'est vraiment pas long. On va le laisser bosser pendant une minute ou deux. Je vous montrerai. Et vous verrez qu'après, quand je cliquerai sur ce lien qui est donc un lien que vous pouvez partager, qui est en ligne, votre site il est déployé, et ben j'aurai exactement la même chose que sur mon localhost ici. Donc vous voyez que là, on a passé quoi? On a passé une quinzaine de minutes, le temps que je parle un peu au début, pour faire ça. Et j'ai déjà un site qui peut être déployé et présenté. Alors évidemment, là sur mon site, j'ai rien, vous inquiétez pas, on va aller un peu plus loin. Ici, j'actualise pour voir si ça se finit. Bon, c'est un peu long, on va continuer à bosser en attendant, on ira voir le déploiement quand il est fini. Vous voyez ici, vous voyez vos déploiements, vous voyez s'il est en cours et vous voyez le nombre de déploiements que vous faites, c'est plutôt cool. Mais nous, on va continuer à bosser un petit peu là-dessus. Alors ça, j'ai plus besoin, j'ai plus besoin, j'ai plus besoin. Maintenant, on va aller bosser un petit peu plus profondément dans notre site et faire quelque chose de joli. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai appelé le projet Daisy. On va aller chercher un truc qui s'appelle Daisy UI ici, qui est une bibliothèque, une librairie de composants que j'adore, que j'ai découvert il y a peu. Donc je ne suis pas un expert du tout de cette librairie, mais vraiment, elle est vraiment très très bien pour des débutants en tout cas. Il y a des librairies plus avancées pour ceux qui feront du Next.js, qui est un framework un petit peu l'étape d'après, on va dire, ce que je vous montre aujourd'hui. Mais honnêtement, pour les gens qui feront des projets portfolio, la stack que je vous montre aujourd'hui, je pense qu'elle est assez solide. Et donc, on va tout simplement aller voir la documentation et voir comment ça s'installe. Donc, vous voyez, pareil, j'invente rien. Honnêtement, je pourrais le faire de tête, je les connais un peu par cœur, ces trucs, mais c'est pour vous montrer que c'est assez facile à trouver. Donc là, toujours pareil, regardez, j'ai une commande npm node package manager. C'est lui qui gère mes packages. Je copie ici, j'installe, je laisse tout ça tourner. Ça a déjà installé, vous voyez, ça a déjà fait les modifs ici. Ok, mortel. Et vous voyez que c'est exactement comme le Tailwind avec les installations modernes. Je vais simplement dans mon global CSS, je rajoute mon Daisy UI ici et l'installation est finie. N'allez pas ici sur vite. En fait, ici, il vous propose de créer toutes les étapes que j'ai faites avant. Il vous propose de les faire en une fois avec cette commande. Je ne vous le conseille pas. Parce que moi, avec la méthodologie que je vous montre, on insère plusieurs choses au fur et à mesure, et notamment cet auto-déploiement. Je pense que c'est mieux pour la compréhension de ne pas tout de suite passer par ces raccourcis-là. C'est un point de vue, après je ne vous dis pas que c'est la vérité absolue. Et donc on va aller chercher un composant pour tester, on va se prendre un composant tout con, on va prendre un bouton, donc vous voyez, là j'ai une librairie de composants, j'ai différents composants qui sont là. À chaque fois j'ai les exemples des composants. Et j'ai le code HTML, puisque c'est une librairie qui est aussi utilisable en Vanilla, et ça c'est cool. Et une librairie JSX, et puis bon, on va prendre un bouton Medium ici, on s'en fout. C'est vraiment là bon, on va prendre le premier parce que j'ai la flemme de faire des copier-coller, machin. Et dans mon app ici, je vais simplement coller mon bouton, qui a une class name BTN ici, et je vais regarder mon rendu. Alors là déjà, vous voyez qu'il y a un truc qui est un peu chelou, c'est qu'il est passé dans un espèce de dark mode, par contre j'ai bien mon bouton. Ça c'est un truc qui est assez cool avec Daisy UI, c'est qu'il va gérer de manière extrêmement naturelle le dark mode et simple. En fait là, pourquoi est-ce qu'il est passé en mode dark? Je vais vous montrer, je ne sais pas si je peux, est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez, parfait. Ça c'est mes réglages système, et j'ai un réglage d'apparence, et regardez. En fait, si je configure mon Mac en mode clair, il affiche en mode clair. Si je configure en mode sombre, il affiche en mode sombre. Vous allez me dire, ouais, mais moi ça m'embête parce que j'aimerais bien que les utilisateurs ils puissent choisir directement depuis le site. C'est les étapes qu'on va faire par la suite. Ensemble, dans la demi-heure qui reste, on va créer le dark mode assez facilement. Mais là, je vois que mon Daisy UI est déjà implémenté et que ça marche. Et encore une fois, ça m'a pris quelques secondes à mettre en place. Je vais bien sûr garder ma documentation ici pour pouvoir venir copier-coller mes composants directement. Je vais garder mon Lucid pour mes icônes et mon Tailwind. Et là, j'ai l'ensemble de mes docs que j'ai besoin. Juste, je vais aller vérifier ici que mon déploiement a marché entre-temps. Vous voyez, là, j'ai un petit tic vert maintenant. Et ici, il me dit qu'il est bien déployé. Et donc là, quand je clique là, vous voyez que j'ai bien mon site qui est en ligne. L'adresse, c'est fchavonnet.github.io, live coding. Mon site est en ligne. Ça veut dire que vous allez pouvoir déployer tout ce que vous allez faire
avec une seule commande. Donc ça, c'est assez cool. Pour moi, c'est une stack assez solide. Et pour faire du front, hein, j'entends. Hein. Là, on est sur un live coding de front. Et puis bah, maintenant, on va pouvoir aller se marrer un peu. Du coup, on va aller bosser un peu ces histoires de light mode, dark mode. Alors pour ça, c'est absolument incroyable parce que vous voyez, j'ai un thème contrôleur ici. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre que ça gère le thème. J'ai plusieurs boutons qui me sont proposés. Vous voyez, je peux même ici, dans l'absolu, je pourrais carrément avoir des thèmes, vous voyez, de couleurs et regarder qui sont capables de changer les arrondis des éléments ou autre. Enfin, c'est vraiment très puissant. Moi, j'aime beaucoup ce petit bouton qui est là. Vous voyez qu'il y a une petite animation assez sympa, qui est très classique. Donc, c'est celui-là que je vais récupérer. Je fais un petit copier-coller, je repars dans le code. Je vais effacer un peu là les petites bouses que j'ai fait pour l'instant pour coller ce code-là. Je vais réduire ici et clean parce qu'on n'aura plus beaucoup besoin de ça si ce n'est pour lancer certains éléments. Et donc ici, si je retourne sur ma page, alors attendez, que je sois sur la bonne page, hein, je suis bien sur mon local host ici, j'ai juste pas enregistré, pardon. J'ai bien mon bouton qui est là. Vous voyez que pour l'instant, mon bouton, il ne change pas mon light et mon dark mode. Hein. C'est normal. Vous inquiétez pas, regardez, ça va être extrêmement simple, parce que par défaut, c'est le thème Synthwave qui est mis en place. Moi, ce que je veux, c'est qu'il me change du dark au light. J'écris light, je retourne ici, et là, regardez, light dark mode est déjà en place. Ça m'a pris littéralement 3 minutes. Alors, je vous rassure, c'est pas entièrement fini, parce que là, il y a un bug. Enfin, il y a un bug, c'est pas un bug, c'est normal, mais il y a un truc qui est embêtant, c'est que je vous remontre mes réglages système, je suis désolé de vous embêter avec ça. Si je change mon mode ici, bah vous voyez que ça me pète mon light dark mode. Ce qui est complètement logique, puisqu'ici, mon bouton, il active le mode light. Mais là, mon mode light, il est mis par défaut. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment corriger ça, c'est extrêmement simple. Et encore une fois, je n'ai pas inventé les choses, c'est dans la doc que je trouve tout ça. Donc là, je ne touche plus à rien pour l'instant ici. Je retourne dans ma doc. Et là, je vois que j'ai un endroit ici qui s'appelle thème. Donc thème contrôleur, thème. Vous voyez, jusqu'ici, la doc, elle est quand même très bien faite. Et là, donc moi, j'ai lu tout ça, évidemment, donc je sais comment faire. Vous, quand vous commencez, il faudra que vous lisiez tous ces éléments. Là, ici, je vais simplement venir copier-coller cette petite partie ici. Je vais venir modifier dans mon global CSS mon import ici. Et en gros, ce que ça dit ici, c'est que par défaut, je suis en light mode. Quoi qu'il arrive, je ne m'occupe plus du mode de l'ordinateur. Quand j'ouvre ma page, je suis en light mode. Et je vais vouloir basculer vers le dark mode si j'ai besoin. Donc là, moi, je ne veux pas de préférence. Donc ça, je l'enlève. C'est un choix que je fais. Par contre, ici, on est d'accord que je définis mon light par défaut et je veux changer en dark. Donc là, il est très important ici que je mette le dark mode. J'enregistre. Et là, quand je vais ici, j'ai bien mon light, mon dark qui marche. Et si je vous réouvre les préférences de mon Mac, vous allez voir que là, peu importe le mode dans lequel j'ai défini... Alors, je vous montre sur Mac, mais sur Windows, c'est exactement pareil. Hein. Là, si je me mets en light mode, vous voyez que maintenant, il garde le mode. Alors, il y a encore un petit défaut avec ce light mode, dark mode. Je ne pense pas qu'on aura le temps de le corriger aujourd'hui. C'est qu'il n'est pas persistant. Ça veut dire que là, vous voyez, je suis en light mode. Si je ferme ma page et que je la enfin, je suis en dark mode, pardon. Si je ferme ma page et que je la réouvre, je serai automatiquement en light mode par défaut. C'est ce que j'ai défini dans mes réglages. Ça, c'est un petit bout de code JavaScript qui peut changer ça. Mais comme je vous dis, je ne suis pas sûr là qu'on aura le temps de faire ça. Il y a d'autres choses que je veux vous montrer plus sympa. Mais vous voyez là, j'ai déjà ça. Autre élément, moi, que j'aime pas du tout dans leur modèle, vous voyez que là, j'ai un gros SVG. Sauf que moi, j'ai eu la bonne idée d'utiliser une super bibliothèque. Donc, moi, je vais venir remplacer ici. Alors, je les connais, moi, les noms de tête, ceux que j'ai besoin, donc je les mets. Hein, mais en gros, ça, pareil, hein, je ne les ai pas inventés. Hein. Je les ai trouvés là. J'ai le Sun ici. Vous avez copie JSX. Je vais vous le coller là pour que vous puissiez voir. Et vous voyez que je l'ai l'élément directement là. Et le mot-clé, je peux le copier-coller. Je peux faire ça. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais le faire. C'est pas pour le temps que ça prend. Tac. Je colle. Alors lui, il met une size par défaut. Moi, j'en veux pas. Je veux que ça utilise ma size globale. Par contre, j'ai un truc à faire très important. C'est qu'il faut que je lui mette un class name. Parce que vous voyez ici que j'ai un petit mot-clé, swap on, swap off. C'est ce qui déclenche dans la partie Daisy UI le passage du dark au mode. Donc là, moi, je vais mettre un swap on sur le sun. Je delete ça, j'en ai plus besoin. Je vais même vous dire que mon commentaire aujourd'hui, là, celui-là, il est plus utile, je l'enlève, puisque c'est extrêmement clair que ça, c'est mon icône sun. Je vais bien sûr ici importer sun aussi dans ma bibliothèque. Et je vais tout simplement faire la même chose ici. Je vais mettre off là, et là, je vais mettre moon pour avoir la petite lune. J'efface cette partie.
je vire mon commentaire, j'allège un peu mes codes. Moi, je commente, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles à commenter. Là, globalement, si side checkbox control the state, thème controller, il y a tout qui est indiqué. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre un commentaire là. Éventuellement, je pourrais mettre, pour faire ça proprement ici, vous voyez, je vais mettre un commentaire en amont de mon élément. De toute façon, vous allez voir qu'on va casser tout ça après. Et ici, je vais l'appeler thème toggler, par exemple, vous voyez. Voilà. Ou thème controller, c'est très bien. Thème controller, comme ça, on sait ce que c'est. Thème controller, voilà. Et là, si je retourne sur ma page, eh ben, mortel, j'ai mon icône déjà qui a une taille un petit peu plus raisonnable. Vous voyez, j'ai une jolie animation et ça marche très bien. Ok, cool. On a avancé un peu. Il y a un autre truc, moi, qui me gonfle un peu, c'est que vous l'avez remarqué, j'utilise des double quotes partout et pas des single quotes. Et j'aimerais bien un petit système un peu automatisé pour pas avoir à aller les changer partout quand j'ai besoin. Pour ça, ici, j'ai ESLint, donc mon fameux linter, l'équivalent de Betty ou Picot Style pour ceux qui sont sur ça. Et je vais aller lui rajouter une config. Je laisse toute sa config par défaut parce qu'elle me plaît bien. Ici, je vais lui demander que mes quotes, donc les quotes, c'est les guillemets, je vais lui demander que mes quotes, hop, excusez-moi que je me gourre pas, je me concentre une seconde, donc qui soient indiqués comme des erreurs s'ils ne sont pas ceux que j'attends. Donc, vous voyez ici, c'est pour indiquer, bah, ça, je veux que tu me mettes une erreur dans mon code. Donc en gros ça va me surligner qu'ici, j'ai pas un double quote à terme, quoi. Et moi, je veux que ce soit des double ici. J'enregistre ça. Je vais rajouter une autre commande parce qu'il y a un autre truc qui m'agace aussi, c'est que moi j'aime bien coder proprement. Et vous voyez ici, normalement, il y a un point-virgule qui doit être là. À la fin des commandes en JavaScript, on met des points-virgules. Moi, je trouve, on n'est pas obligé, mais moi je trouve que c'est plus propre. Donc là, je vais mettre semi pour semicolons, c'est ce truc-là. Et puis ici, même chose, je veux qu'il me les indique en erreur. Et moi, je veux qu'il les mette always. Voilà. Donc ça, c'est une petite config. Vous voyez, ces deux petites lignes. Ces deux petites lignes, vous allez voir qu'elles vont faire gagner beaucoup de temps après. Beaucoup de temps. Donc là, si je lance mon ESLint, donc npm run lint, c'était ma commande que j'avais créée, il va me dire que j'ai plein d'erreurs du coup. Ok, mortel. Donc il voit déjà que j'ai des erreurs. J'ai des single quotes, j'ai des semicolons qui manquent. Moi, ce que j'ai pas envie, c'est d'aller les modifier un par un à la main. J'ai autre chose à faire. On est dev, il faut automatiser tout ça. Je vais me rajouter ici une commande, juste après lint ici. Je vais l'appeler fix. Fixe. Et ici, je vais simplement rajouter un préfixe fixe comme ça et j'enregistre. Je vais fermer pour la première fois. Excusez-moi. Hop. Pour la première fois, je dois fermer mes pages. Là, je vais faire npm run fixe. Donc là, il a fait tout le boulot pour moi. Je fais npm run lint. Et là, vous voyez que je n'ai plus aucune erreur. Et si je réouvre là mon app JSX, vous voyez que, d'ailleurs, je peux vous le montrer en temps réel. Hein. Regardez, si je lance mon fixe, hop, ça le rajoute. Je n'ai plus de single quote. Alors évidemment, si par exemple dans un double quote ici, je viens mettre des single quotes pour mettre une variable ou autre, là il n'y aura pas de problème, il ne les remplacera pas, il va comprendre tout seul. Donc ça me fait gagner un temps fou parce que je peux faire du code propre, rapide en React, sans avoir besoin d'aller moi modifier ou de penser. Oui, je peux coder un petit peu rapidement sans penser à tous ces éléments et sans trop y réfléchir. Donc ça, c'est une méthode que j'aime bien. Donc ça, c'est fait. Donc là, je commence à avoir un petit truc qui est pas mal. Maintenant, on va aller dans le cœur du React, qui est le fonctionnement par composant. Vous vous doutez bien qu'un élément comme ça, que j'ai dans mon haut d'écran, comme ça, je vais le mettre dans un header. Je pourrais faire ici, mettre un header et coder en HTML un peu à l'ancienne, sauf qu'on perd tout l'intérêt du React. Alors moi, je vais créer un nouveau composant ici. Donc là, je vais me faire un dossier dans mon source que je vais appeler components. Dans ce dossier components, je vais venir créer un composant header.jsx. Vous remarquerez que les composants, ça c'est un composant, ça c'est un composant, ça n'est pas un composant, c'est ma main page. Les composants ont toujours une lettre majuscule. Et là, je vais venir créer mon composant header. Un composant en React, c'est une fonction en JavaScript, donc je fais function, je la nomme header. Et comme je vous l'ai expliqué, elle va return du HTML. Donc je vais return ici un header en HTML. Et évidemment, je vais l'export par défaut pour que ce soit reconnu comme header. Vous pouvez très bien mettre votre export défaut ici avant la function, comme ça là, et enlever cette ligne-là. Moi, j'aime pas trop parce que je vais être très franc avec vous, je ne sais plus où j'ai lu ça.
C'est dans une des docs officielles. La méthodologie officielle pour le faire, c'est ça qui est conseillé. Après, honnêtement, j'ai vu les deux. Je pense que les deux marchent très bien. On s'en fout un peu. Et là, je fais un petit fixe. Vous voyez, ça me rajoute, bam, bam, les semi-colonnes où il faut. C'est vraiment très rapide. Et là, dans mon header, bah, je vais venir ici récupérer mon label. Voilà, qui est là. Je vais venir le mettre dans mon header. Alors, vous allez voir que sur ma page, pour l'instant, ça ne va pas vous changer grand-chose. Ici, bah, je vais importer mon composant header. Donc je tape header et je fais un slash comme ça. Ça, il ne faut pas que j'oublie évidemment si je veux pouvoir utiliser mes icônes ici, que je les importe dans mon composant. Et ici, je vais faire un import du composant header. Ce qui est génial, c'est qu'avec la manière dont je l'ai fait, vous avez vu, j'ai d'abord tapé le header ici et je suis venu taper l'import après. On pourrait se dire, ouais, mais il faut faire l'import avant. Bah, ce qui est génial avec VS Code, c'est que si vous avez tapé ça et que vous faites votre import, il va vous le chercher dans le bon dossier directement. Donc vous gagnez du temps. Et là, vous allez voir que j'ai pourtant cassé toute la structure de mon fichier. Vous voyez, j'ai créé un header, je l'ai importé et tout. Et vous voyez, regardez, ça marche déjà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir me fabriquer un vrai header. Et vous allez voir qu'avec des UI, là, il nous reste 20 minutes. Je vais quasiment finir une landing page dans les 20 minutes qui viennent. Et ça, c'est assez fou comme outil. Ça permet d'éviter. Encore une fois, on parle de front, il n'y a pas de back, il n'y a pas de choses trop complexes en réalité, mais je trouve que c'est un système vraiment cool. Donc bah, là, c'est bien. Moi, j'ai mon header qui est là. Alors le main, j'en ai plus besoin, je le ferme. Dans mon header, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais avoir besoin d'une navigation bar. Je vais dans ma documentation des UI. Je me dis, bah, mot-clé nav. Bam, ok, trop bien. Navigation, navbar, mortel. Il me fournit des navbars. Ok, bah, ça c'est trop cool. Qu'est-ce que je vais prendre? J'en ai plein. Est-ce qu'elles sont responsives? Vous voulez vérifier qu'un truc est responsive rapidement? Vous embêtez pas à aller dans les réglages. Vous faites juste ça. Paf, ok. Celle-là, mortelle, elle est responsive. J'ai un menu, j'ai un bouton. C'est exactement ce que je veux. Bon, je vous cache pas, je vous troll un peu en vrai. Je sais déjà ce que je veux. C'est des choses que j'utilise quand même assez souvent. Moi, la petite cloche, je m'en fous. Là, je fais une landing page. Je ne fais pas de back-end, donc j'ai pas de login. J'ai pas besoin d'avoir ça. Moi, les petits menus à droite, comme ça, je suis pas fan. J'aime vraiment bien avoir mon dark mode ici. Encore que, tiens, vous savez quoi? Celui-là, je l'aime bien. Est-ce qu'il est responsive, celui-là? C'est ça qu'il faut regarder. Parce que, ouais, celui-là, voilà, c'est pour ça que je l'aime pas. Il n'est pas responsive. Vous voyez, le menu, il reste à droite. Comme ça, en fait, en vrai, il est responsive. Il marcherait très bien sur mobile, mais ça me plaît pas. C'est pas ce que je recherche, je vais rester sur mon idée de base. Donc je vais aller prendre ça, et là je vais copier-coller. L'intégralité, hein, pour l'instant je ne me prends pas la tête, hein, je vais le modifier bien sûr, et je vais venir le coller. Alors là moi je vais faire quelques espaces pour dissocier mon élément de ça. Là ici toujours format de document, et vous voyez ici c'est un peu chiant à lire quand il y a un espacement comme ça de 4 espaces. Ici vous avez un petit bouton, vous pouvez cliquer là, et vous pouvez modifier le nombre d'espaces que vous voulez. Donc en JSX, on utilise 2 spaces, parce que vous voyez que c'est beaucoup plus facile à lire. Par contre, vous voyez sur mon index HTML, ici, il est configuré en 2, ça m'agace, parce que le HTML, c'est du 4. Voilà, ça, c'est des petites normes, il y a pas de, c'est pas dramatique si vous ne les utilisez pas. Là, j'enregistre, et je vais aller voir mon site de manière brutale, ce que ça donne. Et vous voyez que j'ai déjà ma navbar qui est là, et qui est responsive, et qui est déjà prête. Alors, tout n'est pas fonctionnel. Il y a un petit truc qui est un peu con, c'est que mon bouton ici, bah, il est en dehors de ma navbar. Mais je sais pas si vous voyez, mais ma navbar, elle est déjà liée au light dark mode. J'ai rien à faire. Alors c'est une navbar extrêmement standard. On va aller modifier tout ça en quelques minutes là. Moi, ma première étape, c'est que, vous voyez là ici, navbar end, j'ai le bouton qui est là. Moi, ce bouton, je vais le virer parce que j'en ai pas besoin. Et à la place de ce bouton, je vais venir mettre tout simplement mon label. Là, je vais virer tous ces espaces qui servent à rien. J'enregistre. Et si je ne me suis pas gouré, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une navbar qui est fonctionnelle. C'est cool. Moi, j'aime bien. On va virer, on va faire un menu beaucoup plus simple hein, que ce qu'il y a là. Et on va éclaircir un peu tout ça. Déjà, on va virer. Déjà, par quoi je vais commencer, les amis? Par quoi je vais commencer? C'est quoi ce SVG déjà là? Current color. Ah oui, bah je suis con, ça c'est la. Ça, on va venir le remplacer par une icône de Lucid React. Moi, ce que je vais changer, c'est déjà le title ici. Je veux pas de DSI. Et en fait, moi, je vais changer un peu ça parce que j'aime pas trop comment c'est fait. Je vais mettre un H1 ici. On va mettre Holberton School. Et moi, ici, je veux pas un BTN et je veux pas ça. Moi, je vais vouloir éventuellement un BTN link. Alors bon, là, je les connais, vous m'en voulez pas, je prends des raccourcis des fois. Mais en gros, moi, j'aime pas trop le fait que, vous voyez, ce soit un BTN comme ça, là.
Donc ça c'est pareil, moi je me souviens plus de tout. Je fais dans Button et je regarde un peu. Et vous voyez, moi, ce que je veux, c'est ce link-là. Vous voyez, qui est en... Ah, d'ailleurs, non, je veux pas ce link-là. Je veux pas ça d'ailleurs. Je veux un link. Voilà, je vais aller prendre un lien de base. Je veux plutôt prendre ça. Ouais, voilà. Moi, je veux un truc vraiment de base. Voilà, je veux un truc où quand on passe dessus, ça se surligne. C'est exactement ça. Donc là, regardez, je copie-colle les classes, hein, que je vous rappelle, on met dans class name. Je les colle ici, j'enregistre. Et là, bim badaboum, voilà. J'ai mon petit élément que j'aime bien. Alors moi, j'ai un gros défaut sur cette navbar. C'est que... donc là, vous voyez, c'est assez cool, hein. On a le petit menu qui vient là. Je viendrai corriger les espacements. Vous voyez, là, pareil, j'utilise des boutons. Je vais modifier un peu tout ça. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire là. Je vais juste vous importer un deuxième composant vite fait, parce qu'il est déjà 45, pour qu'on ait un bon visuel de la navbar et de comment elle fonctionne. Je vais mettre ça de côté pendant 2 minutes. Je vais mettre ça de côté pendant 2 minutes. Et ici, je vais faire un nouveau composant que je vais appeler Hero. Donc une Hero Section. Je vais vous montrer ce que c'est depuis Daisy UI. Donc là, je vais tout de suite coder ma fonction, hein, function Hero, tac, voilà, on fait ça. On a un return ici. Là, ce sera une section que je vais mettre là-dedans. Mais comme je vais copier un code pour l'instant, je ne vais pas la mettre. Et ici, on fait bien un export default Hero, voilà, on enregistre et pour l'instant on s'en fout, on n'a pas besoin de plus. Et je vais aller sur Daisy UI et vous allez voir ce que c'est une Hero Section. Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est normal, hein, surtout pour ceux qui sont sur du C et tout. Une Hero Section, c'est la page d'accueil d'un site web, vous voyez. Et là, j'en ai plusieurs qui me sont proposés par Daisy UI, qui sont déjà un peu préfaites avec une image, un petit bouton, vous voyez, avec ici un système de login. Moi, j'aime bien celle-là avec une image plein format, c'est celle-là que je vais utiliser aujourd'hui. Donc là, pareil, hein, je suis bête et méchant, je copie-colle, je viens dans mon composant, je colle, j'enregistre. Donc là, pareil, vous voyez, j'oublie pas de changer mes petits spaces ici pour avoir un truc un peu carré. Alors, il y a des choses, je ne sais pas si je prendrai le temps de tout vous expliquer, il y a des petits trucs que vous pouvez ne pas comprendre là, pour ceux qui n'ont jamais fait de gros HTML et de JS, mais là, je vais aller ici dans mon main, je vais me créer une balise main ici, dans laquelle je vais importer ma hero section. Je suis assez sensible à garder une bonne structure HTML dans ma page pour avoir un bon, même si ça a tendance à être obsolète avec l'IA, avoir un bon SEO. Je sais qu'il y a plein de gens qui font du React qui disent que ça sert à rien. Je pense qu'ils se trompent. Et là, j'importe ma section héros. Et comme vous pouvez le voir, si je vais sur mon site, bim, voilà, j'ai déjà ma section héros. Elle est là et j'ai déjà un truc. Alors, l'image qu'il y a là, c'est ultra simple à changer. Je vais là et j'ai juste cette URL à changer. Donc là, je sais pas, on peut se mettre une image. Holberton, School, Toulouse, vous voyez, on va essayer de se mettre un truc un peu... je suis un peu corpo, hein, forcément. Tenez, voilà, je savais déjà quelle image je voulais, copier l'adresse de l'image, voilà. Je viens là, je colle, j'enregistre, et normalement, si je ne suis pas trop tocard, voilà. Alors là, vous voyez que j'ai un truc qui ne me plaît pas, c'est que j'ai un petit scroll sur ma page. Ça ne me plaît pas. On va venir le changer très très vite. On va venir changer ça très très vite. On va aller dans le header ici. Et en fait, c'est parce qu'il faudrait que là, je fixe ma barre. Et vous voyez, là, je n'ai plus ce scroll. Parce qu'en fait, maintenant, en gros, j'ai fixé la barre à l'écran. Voilà. Donc, ce qui est génial, hein, je vous le rappelle, hein, le dark mode est déjà en place. Alors moi, le dark mode, là, il y a un truc qui ne me plaît pas. Je trouve que ça dissocie pas assez les boutons ici et moi j'aime bien travailler un peu en gardant à l'esprit qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'écrans qui sont des écrans OLED et donc pour économiser l'énergie sur les écrans OLED c'est bien d'avoir un noir profond. Avant dans le web on n'utilisait jamais des noirs et des blancs profonds. Maintenant avec les nouvelles technologies ça a tendance un peu à évoluer. Donc là je vais changer un peu, excusez-moi je regarde juste que j'ai un Discord à côté. Ok parfait top. Je regarde juste que j'ai pas un truc... qui va pas. Du coup, moi, je vais aller changer un petit truc ici. Au lieu de dark, je vais importer le thème black. Donc, c'est un thème que, encore une fois, hein, j'invente rien. C'est pas sorti de mon chapeau. C'est pas parce que j'ai passé 3 heures. Non, je suis allé là. Et regardez ici, vous pouvez tester les thèmes. Voilà, les voir à quoi ils ressemblent. Moi, j'ai trouvé le thème black. J'aime bien. C'est un noir profond. Je trouve que ça tranche bien avec le light mode qui est là. Donc, je mets le mot-clé black. Vous voyez, ça ne demande pas un bac plus 10. Et ici, évidemment, j'oublie pas de venir changer le mot-clé ici pour changer.
Et là, vous allez voir, je vais avoir un petit, vous voyez, un petit light dark mode que je trouve sympa. Vous voyez ici. Au niveau du bouton, on pourrait changer sa couleur, le pas l'avoir en bleu, ça on fera après si on a le temps. Mais voilà, donc là j'ai déjà une page, une hero page, et on va se faire un petit composant très rapide aussi, qui est le footer.jsx. Soit je pense que je dépasserai un tout petit peu, mais pas beaucoup. Fonction footer, toujours pareil, vous voyez, encore une fois, c'est très répétitif, ce genre de choses. Là, je vais avoir un return avec le footer dedans, et là, je vais faire un export default footer. Voilà, et je vais aller chercher, toujours pareil, des IUI. Ok, est-ce que j'ai une rubrique footer? J'ai une rubrique footer, trop bien. J'ai des footers par défaut, ok. Là, je vous cache pas, je m'embête pas trop, hein. Je récupère les footers qui sont déjà préétablis. Bah tiens, celui-là, il me plaît bien. J'ai pas envie de bleu, j'ai pas de police ou de machin. Allez hop, on va prendre celui-là, il est très simple. Tac, je viens le coller ici. Alors là, j'aime bien parce que vous voyez, j'ai déjà une balise englobante footer. Je vais en profiter pour changer tout de suite dans ma hero section, donc ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin. Vous voyez ici, je commence par une div. J'ai une div englobante ici du projet. Et en fait, moi, je vais mettre plutôt une section. Parce que sémantiquement, en HTML, c'est plus correct d'avoir une section ici. Je vais vous montrer pourquoi dans 2 minutes. Et là, ah oui, si je suis un petit peu bête aussi, il ne faut pas bien sûr que j'oublie d'importer ici mon footer. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire du vanilla, ils vont voir que ma méthodologie de travail, elle est assez intéressante parce que quand vous travaillez en vanilla, en fait, vous retrouvez un peu votre HTML de base. Ah, bah c'est cool, j'ai Fafadis qui me dit que je lui sauve la vie avec ce live. Bah alors là, ça me fait bien plaisir. Vous voyez que là, j'ai une structure, j'ai un header, j'ai un main dans lequel je vais mettre mes différentes sections et j'ai mon footer. Et là, vous voyez que j'ai une page. Bah, je suis désolé, mais elle est déjà. J'ai déjà une page pour faire une landing page, par exemple, ou même, vous voyez, une page de présentation de Toulouse spécifiquement, qui est prête. Alors, évidemment, il faudrait que j'aille ici sur chaque composant, changer les éléments, les titres, tout ça. Ça, on va le faire un petit peu, hein. On va avoir le temps de le faire un petit peu, mais j'ai déjà un truc qui peut être un peu fonctionnel. Ici, mes liens, bah écoutez, on va se rajouter une deuxième section vite fait. Parce qu'on a le temps, je ne suis pas en retard. On va se faire une section, tiens, on va se faire une section specialization. Specialization, je ne sais plus comment ça s'écrit en anglais, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ici, donc, function specialization. Oula, je fais n'importe quoi, je vais réécrire parce que là je fais n'importe quoi. Specialization. Je sais plus si c'est un Z, un S, bon, c'est pas très grave pour le live. On n'oublie pas de se faire un petit return ici et bien sûr l'export default specialization pour le rendre accessible partout. Et là, alors là, je vais faire une section manuellement. Parce qu'en fait, ce que je vais aller chercher, c'est que je vais sur, ici, toujours Daisy UI, hein. Je vous rappelle, hein, le titre du truc, c'est React and Daisy. Daisy est vraiment un outil incroyable et j'ai des cards dedans. Demain, vous avez envie de faire un site e-commerce, bah, je ne vous cache pas que vous avez déjà des choses qui sont assez propres. Je vais même vous montrer vite fait un composant que je trouve, moi, un peu ouf, que j'ai trop envie d'utiliser. C'est un carrousel. Je ne sais plus où il est. Bon, je le retrouverai après. Tac. Bon, de toute façon, il faut que vous fassiez le tour de tout ça. Il y a tout qui est over gallery. Voilà. Regardez ça. Demain, vous voulez vendre des casquettes. Vous mettez une image comme ça de présentation, comme c'est ouf. Je kiffe. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir les 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'adore ce genre de composants. C'est pas un truc de ouf à coder en vrai, en vanilla. Sauf que bah, c'est tout précodé. J'ai juste à mettre les images. Je vais hyper vite. C'est ultra propre. Vous voyez, pour un truc, j'adore ce composant. Mais là, pour ce qu'on veut faire, c'est pas le but. Parce que là, on va prendre une carte juste, vous voyez, plutôt quelque chose comme ça. On mettra ici peut-être un truc lié au full stack avec les mots-clés, des technos, des choses comme ça. Ouais, je pense que je vais prendre celle-là. Elle me plaît bien, cette carte-là. Elle me plaît bien, celle-là. Ça, je ne l'ai pas répété. Donc ça, on va mettre la carte qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite me mettre 3 cartes qui seront identiques. On s'en fout un peu. Hop, voilà. 3 cartes. J'oublie pas, vous voyez, c'est un peu illisible. Je passe en space 2. Tac, voilà. Et moi ici, je vais tout de suite mettre une class name dans ma section. Et puis, bah, je vais faire un peu de la flexbox. Donc, je vais faire une flexbox. Alors là, je fais un truc qui agace plein de gens. Quand vous créez une flexbox, elle est toujours en row de base. Moi, je l'indique toujours parce que ça me permet de réfléchir à mon responsive. Parce qu'en fait, là, je me rends compte que quand je vais passer sur un mobile, si j'ai mes 3... je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais vous le faire vite fait. Pareil, c'est pas très long.
center et on va faire un items center aussi. Je vais mettre un gap entre chaque de 8 et je vais mettre aussi donc ça c'est le padding, hein, P8. Voilà, j'enregistre ça. J'oublie pas évidemment. Ah oui, ici je me mets une deuxième section. Un jeu d'enfant avec le React. Specialization, je fais ça. Et regardez, mon import, il est déjà là. Alors moi j'aime bien mettre mes imports dans l'ordre dans lequel je les importe. Je vais là et j'ai bien ma section qui a été créée. Ouais, j'ai déjà mes cartes. J'ai plus qu'à mettre mes images, mettre mes textes, mettre mes éléments. Presque, vous voyez, je fabrique un template en quelques minutes. Et vous voyez, ça c'est comme ça que ça marche le front aujourd'hui, le front moderne. Les mecs réinventent pas la roue, ils recodent pas tout eux-mêmes. Alors, sachez qu'en plus, là, je vous présente DaisyUI, qui est une bibliothèque que je conseille aux débutants. Mais demain, vous allez utiliser un framework qui s'appelle Next.js, pardon. Et vous allez probablement aller chercher cette librairie-là qui s'appelle ChatCN, qui est une des meilleures librairies. Enfin, demain, vous voulez faire un dashboard, bah regardez, voilà ce que ça vous fait. Mais tout ça là, en fait, il n'y a personne qui a. Enfin, c'est déjà codé quoi. Vous avez juste à le récupérer. Alors, vous allez me dire, ouais, mais aujourd'hui, du coup, est-ce qu'on dev vraiment pas? Ouais, bah oubliez pas que pour afficher un graphique comme ça, vous avez du back-end à coder et à relier. Donc là, le but, c'est de ne pas réinventer la roue. Ça a un inconvénient, je trouve, toutes ces belles librairies, c'est que tous les sites se ressemblent un peu aujourd'hui. Vous allez voir qu'en vrai, moi, je vais vous montrer, on peut vraiment customiser les choses et avoir des choses un peu plus personnelles. Mais voyez que là, j'ai mes éléments, et moi, je vais faire en sorte que quand on clique sur les liens, on aille sur les rubriques. Allez hop, je vais dans mon header. Alors, vous voyez ici, je classe un petit peu mes éléments pour les trouver facilement. Dans mon header, je vais virer tout ça là, et je vais garder que le premier lien qu'il y a là. Ce premier lien, je vais lui rajouter un href. Oula. Tac, 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 c'est parce que j'ai oublié de faire un espace. Je vais lui rajouter un href et je vais mettre un tag. Mon tag, ça va être hero section. Donc là, j'enregistre. Je vais tout de suite faire le deuxième lien. Alors évidemment, ici, bah, je vais mettre hero. Je sais pas, on pourrait mettre home peut-être, c'est plus propre, home quand même. Et dans mon deuxième lien ici, je vais mettre specialization. Specialization, je ne sais toujours pas si c'est écrit comme ça en anglais, mais c'est pas grave. Et ici, au lieu de hero section, je vais mettre specialization section. Ok, trop bien. Cet ID, vous m'en voulez pas, je le copie comme ça, je n'ai pas à la réécrire. Je vais aller dans ma section specialization et je vais lui mettre ici. Purée, à chaque fois j'oublie les espaces. Un ID et je mets specialization section. Évidemment, il ne faut pas que j'oublie dans mon hero section ici de mettre aussi un ID. Donc celui-là, il est facile à taper, hero section. Et normalement, là, vous voyez, j'ai juste fait ça. Alors, par contre, ah oui, petit truc que j'ai oublié de faire. J'ai un menu, n'oubliez pas que là, j'ai deux menus. J'ai un menu en mode desktop et j'ai un menu en mode responsive. Mon menu en mode responsive, il est déjà fonctionnel, vous voyez. Et là, d'ailleurs, vous voyez que c'est dégueulasse, là, en responsive. On va aller corriger ça aussi en 2 minutes. Il ne faut pas que j'oublie ici de prendre mes deux éléments. Donc là, vous voyez, vous avez une liste. Je vais les séparer un peu. Vous avez une UL. Vous avez une liste. Et en fait, j'ai une deuxième liste ici qui est créée. Donc là, tout simplement, je viens mettre mes deux mêmes éléments. Et là, vous voyez que mon menu, il est créé. Alors là, il y a un truc que je trouve dégueulasse. C'est un peu abrupt. Alors regardez là, on va aller dans Tailwind. Et là, Tailwind est la solution. J'ai un truc qui s'appelle un scroll behavior. Je vais juste taper le mot-clé scroll, vous voyez. Et ici, en fait, je peux mettre un scroll qui est smooth. Donc, je vais copier-coller ce code-là. Alors, en vrai, hein, pareil. Hein. Là, de base, si je ne codais pas en live coding, moi, je l'aurais tapé de tête. Je ne me serais pas emmerdé à aller prendre dans la doc. C'est juste pour vous montrer voilà, un peu la méthodologie de débutant de comment on cherche, comment on trouve, comment on utilise une doc. Pourquoi? Regardez, je n'ai pas utilisé de ChatGPT une seule fois, là. J'ai pas besoin. Je vais beaucoup plus vite que si j'avais demandé. Alors, peut-être j'aurais demandé un prompt à ChatGPT, fais-moi un front complet, nanani, nanana. Sauf que là, c'est pas le but. Nous, on veut devenir développeur. Il faut qu'on comprenne comment ça marche. Voilà, vous voyez, j'ai pas utilisé de ChatGPT une seule fois. Je vais dans mon index ici. Je l'invente pas, ça, encore une fois. Hein. Regardez, hein, c'est marqué là, c'est dans ma balise HTML. Hein. Donc, je vais dans ma balise HTML. Je rajoute mon petit. Alors, attention, hop, il faut pas de virgule. Hein. Je rajoute mon petit scroll smooth. Et regardez, là, hop. Hop. Alors par contre, vous voyez que j'ai un bug. Là, j'ai un bug de ce qu'on appelle de Z-index. Donc ça, je vais venir le corriger. Pareil, c'est pas grave. Mais vous voyez que là, déjà, j'ai un truc qui est ultra smooth. J'ai déjà un dark mode qui est fonctionnel, un menu qui m'amène déjà sur une deuxième section. Et si j'en veux une troisième, une quatrième, j'ai juste à répéter les étapes qu'on vient de faire. C'est pas trop dur. Il est 59. Allez, je prends un petit quart d'heure de plus pour juste finir le truc comme j'avais envie. Donc là, vous voyez, on va aller sur le header.
Et en fait, le header, on va venir lui rajouter une balise ici, Z50. On le Z-index en CSS, c'est ce qui permet de faire différentes couches comme ça et d'établir un niveau d'épaisseur. Et vous voyez qu'ici, ça passe plus par-dessus maintenant. Donc là, j'ai bien mon menu qui est fonctionnel. Et là, ici, je vous ai dit aussi qu'en responsive, c'était vraiment dégueulasse. Et vous voyez, moi, d'avoir codé déjà dans ma specialization mon FlexRow. En fait, ici, le FlexRow, moi, je vais le vouloir que en LG. Donc LG, c'est des largeurs. Je vais vous montrer où vous trouvez ça après. Là, ici, je vais vouloir un FlexCol. Je vais vouloir qu'en mobile, les éléments ils soient les uns sous les autres. Comme vous pouvez le voir, alors par contre, ici, ah, voilà, j'ai fait une faute de frappe. Je me disais, c'est pas centré, c'est un peu moche, mais voilà, c'est centré. Et donc là, regardez, quand j'atteins une certaine largeur, hop, ça repasse. J'ai déjà un site responsive avec un menu responsive qui marche. Vous voyez, je peux revenir au home ici. Un light mode, dark mode qui marche. Je veux dire, et là, on a passé 1 heure ensemble tout pile poil. Sachant que sur les 1 heure, je cause beaucoup. Si j'avais pas causé, je pense qu'en une demi-heure, un quart d'heure même, c'était fini. Il y a encore des défauts. Hein. On ne fait pas trop ça dans le web moderne, là, des trucs complètement collés à gauche et à droite. On va venir corriger un peu ça vite fait. On a le temps. Vous voyez aussi que j'ai un gros défaut. Vous voyez ici, là, j'ai des arrondis très bien faits. Et là, j'ai des carrés. C'est un peu dégueulasse. Je voudrais qu'il y ait des arrondis tout le temps. Ça, c'est parce que dans le thème black, il enlève les arrondis. Et dans mon thème, donc dans le thème des UI. Et vous voyez que si vous voulez le modifier, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Je vais dans spécialisation. Alors, dans spécialisation, vous voyez qu'ici, j'ai des blocs. Hein. J'ai ma première carte, ma deuxième carte, ma troisième carte. Et bien ici, je vais venir simplement mettre un rounded XL. Vous allez me dire, ouais, mais où est-ce que tu trouves tous ces trucs-là? Mais ça, encore une fois, hein, je ne les invente pas. Hein. Ici, je fais un border. Regardez, border radius. Ils sont tous là. Toutes les balises, elles sont là. Alors, évidemment, moi, je les connais par cœur parce que ça fait un moment que je code en Tailwind. Par contre, sachez que tous ceux, moi, ce que je vous invite à faire avant de faire du Tailwind, c'est apprenez le Vanilla CSS. Pourquoi est-ce que je connais tout ça par cœur? C'est parce que, regardez, border radius, c'est la balise CSS. Donc en fait, moi, les mots-clés, ben, ça va très très vite pour les trouver et trouver ceux dont j'ai besoin. Donc quand on est très très bon en Vanilla CSS, on est très très bon en Tailwind. C'est indéniable, on n'a rien à apprendre. Moi, ça m'a pris une journée pour apprendre le Tailwind, pour vous dire, j'y ai passé un dimanche. Et en un dimanche, je savais faire du Tailwind parce que parce que j'ai bossé beaucoup le CSS. Donc c'est le meilleur conseil que je peux donner aux débutants. Bossez le Vanilla CSS, ne négligez pas ça. Donc là, bah, mon Rounded XL ici, je vais le mettre sur chacune de mes cartes. Voilà, ici, j'enregistre bien ça. Alors attention, il faut faire gaffe parce que vous voyez, moi je fais souvent des fautes des typos comme ça. Et là, regardez, hop, j'ai mon rounded qui reste en permanence. J'ai corrigé mon petit bug. Alors ici, probablement que ce qu'il faudrait, c'est que en dark mode, vous voyez le trait que j'ai ici, le border en fait, hein, que j'ai, je vais le mettre comme ça pour l'instant pour vous le simuler. Hein, on s'en fout un peu. Vous voyez, je vais le mettre que sur un, comme ça on vient le voir. Vous voyez là, j'ai mis un border bien épais pour qu'on voit. Et vous voyez que là, mon border, lui, il est responsif directement. Alors, il faut faire attention, je trouve qu'il y a des petits bugs. Moi, j'aime pas trop mettre des borders comme ça. Ça dépend du composant. Pour le coup, je vais le laisser par défaut parce que ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas de bordure en dark mode. Et puis maintenant, on va aller bosser un peu notre header parce que moi, dans le header, il y a des trucs qui ne me plaisent pas. Ici, je vais mettre un class name, je vais mettre un wfull. En gros, je lui indique que je veux une largeur complète. Ici, moi, je vais péter la navbar par défaut. Je vais créer une flexbox, toujours en flex row, avec un justify between et un items center. Donc ça, si vous ne connaissez pas, c'est pareil, c'est du CSS. Je vais regarder, normalement, j'ai un peu tout pété, mais ça marche toujours. Vous voyez, c'est pas trop mal. Vous voyez, malgré tout, j'ai toujours mes éléments qui marchent, donc ça, c'est cool. Par contre, vous voyez qu'ici, là, elle est plus fixe, ma barre. C'est logique, c'est parce qu'il ne faut pas que j'oublie le... Ah, excusez-moi, je dis au revoir juste à des étudiants qui sont pas loin. Je vais le mettre ici, le fixe. Je vais le mettre sur mon header global. Et là, vous voyez, j'ai mon header qui est fixe. Alors, je n'ai pas le background, pas de problème. Je vais aller ici mettre un BG base 100. Alors, 200 d'ailleurs, on va mettre. Alors, ça, il existe. Alors, ça c'est des classes que j'ai trouvées dans Daisy UI. En fait, vous allez dans Colors ici.
et vous avez la liste de toutes les couleurs qui sont précodées dans Daisy et qui sont responsives. N'importe quoi. Qui sont light dark mode. Et en fait, ici, vous avez 3 niveaux de gris que j'adore. Base 100, 200, 300 et qui vous permettent de basculer dans différentes couleurs. Mais toutes ces couleurs-là, elles existent dans 2 modes, en light et en dark. Donc ça, c'est très très cool. Ça, c'est très très cool. Et vous voyez que là, j'ai récupéré ma navbar qui est comme ça, qui est la même, qui n'a pas trop bougé, qui fonctionne toujours de la même manière. Alors par contre, vous voyez, il ne faut pas que j'oublie, là, vous voyez, ça c'est dégueulasse. Donc ce qu'il ne faut pas que j'oublie ici, c'est que le Z50 que j'avais mis là, je vais la mettre dans ma balise englobante ici. C'est beaucoup plus propre, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, là, ça passe plus par-dessus. Quoi qu'il arrive, mon élément sera au-dessus. Mais par contre, ici, je vais pouvoir utiliser une balise qui est une balise Tailwind, pour le coup, qui s'appelle Container. Donc, je vais enregistrer pour que vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez qu'ici, là, merde, Fabien, c'est plus centré, c'est moche et tout. Je vais juste vous mettre un border pour que vous compreniez bien. En gros, ce que fait ma balise Container, c'est qu'elle va contenir en quelque sorte ma barre de navigation ici dans un élément. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est juste de le centrer. Donc je vais faire un MX auto, ça veut dire que je vais définir les margins de X sur automatique, et voilà. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est que je commence à avoir une navbar qui est un peu plus clean. Vous voyez, c'est plus au bord, c'est un peu centré, et peu importe votre résolution d'écran, ça veut dire que si j'agrandissais l'écran encore plus là, je garderais, et vous voyez que ça reste totalement responsive, hein, ça reste très propre en responsive. On va venir modifier 2 petits trucs. Ici, je vais venir mettre un padding de 4 partout. Vous voyez, pour 4, c'est un peu beaucoup. Là, j'exagère un peu le truc. On va mettre un 2. Tac, voilà. Pour augmenter un peu nos paddings et pour que, en mode responsive, donc en réduisant notre écran comme ça, vous voyez, on est toujours un petit espace qui est là. Alors là, il est trop grand, mais c'est à cause de ce bouton-là qu'il faudrait que je retravaille. Je ne vais pas le faire là aujourd'hui. On n'a plus le temps. Là, vous voyez, il est déjà 16h06. Mais vous voyez que là, j'ai déjà une petite page. Bon, qui est pas, je vous l'accorde, hein, c'est pas la page du siècle, c'est vraiment une petite page rapide. Là, il faudrait que je mette mes images, que je mette un peu mes textes. Donc là, je mettrai probablement full stack. Ici, je mettrai machine learning, cybersécurité. Je mettrai un title aussi, ici. Ce qui est bien, c'est que maintenant, vous n'avez plus qu'à éditer. Vous voyez, là, je vais mettre un title dans mon composant. C'est pas un problème. Moi, j'ai une section qui est englobante. Donc ici, je vais mettre un H2. Oula, on va l'éviter en majuscule comme ça, c'est dégueulasse. Pourquoi il m'a fait une majuscule, je ne sais pas. Et là, je vais mettre Specialization. J'enregistre. Hop. Alors là, par contre, vous voyez que du coup, j'ai un petit problème. Parce que lui, il le met en row ici. Donc là, je vais devoir casser un peu mes éléments. Ma flexbox qui est ici, qui contient mes composants, je vais devoir créer une nouvelle div. Là, cette div, elle va contenir toutes mes cartes qui sont là. Voilà, donc là, je vais réajuster un petit peu. Je vais séparer un peu pour qu'on comprenne. Et en fait, vous voyez ici, toute ma class name là, que j'ai créée là, avec la flex et les gaps et compagnie, ça, je vais venir les mettre sur cette div là. Class name, j'enregistre, je sauvegarde, je regarde ce que ça donne. Ok, ici, moi, je travaille que en flexbox, hein, je ne vous cache pas. Donc là, je vais faire une flex call, j'enregistre. Voilà, et je vais juste justify center et items center, voilà. Et normalement, vous voyez, j'ai mon titre qui est là. Alors, je vais rajouter un espace. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même gap que j'ai mis ici. Et vous voyez, j'ai mon titre. Alors, mon titre, par contre, il est vraiment trop petit. Ça ne me convient vraiment pas. Donc là, pareil, class name. Alors, soit je peux aller voir dans Lucid React ici. Est-ce qu'ils ont des titles? Je ne sais pas, non. Est-ce qu'ils ont des headers? Non plus, je regarde vite fait, je me souviens plus, je vous avoue, ça je les utilise pas trop parce que ça, moi j'aime bien les coder à la main, ça va super vite. Là, je vais mettre un texte de XL par exemple. Hop, ça va faire un gros titre et voilà. Et, bref, on va même monter un peu. Voilà, specialization. Ok, et donc là, vous voyez, bim, bim, j'ai mes sections. C'est assez propre, c'est pas un design incroyable, mais on a déjà un petit site qui est fonctionnel. Ce que je vous propose, c'est que pour terminer, comme ça on finit là dans les 5 dernières minutes, je vais push tout ça. Donc là, alors là, par contre, j'ai create. J'ai fait un peu trop de choses. Normalement, j'aurais dû commit au moment du header. Donc create header component. Je vais mettre create header hero specialization and footer components. Voilà, bon, c'est pas le meilleur commit de ma vie, je vous cache pas.
Mais c'est pas très grave, on commit ça. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit build ici. Donc je vais construire mon application. Ah oui, je voulais vous montrer un petit truc avant de partir. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais lancer mon inspecteur web ici. Je ne vais pas me mettre en responsive, je vais rester en classique. Et là, je vais vous montrer la structure de la page. Donc j'ai mon head ici qui est classique, mon HTML. J'ai un body dans lequel j'ai un ID root. Ça, c'est le fameux root que j'ai, je vous l'avais montré dans le main ici. Vous voyez, pardon, dans l'index ici. C'est là-dedans que vient s'injecter l'intégralité de mon code de mon main. Voilà, on le voit ici, hein, document.getElement, et ça vient rendre. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si demain je veux remplacer l'intégralité de cette page-là, j'ai juste à re-rendre dans mon root et j'ai pas à re-rendre l'entièreté de ma page. Bon, ça, je vous l'expliquerai peut-être dans un autre live-co, je ferai un truc spécial là-dessus, parce que là, je l'explique très mal. Et là, j'ai bien un header, un main, un footer, donc c'est ultra propre en termes de structure HTML. Dans mon header, bah, j'ai bien des divs, des machins, mes éléments, bon, ok. Dans mon main, j'ai bien une section, deux sections, donc pareil, on est ultra propre dans la hiérarchie et la structure du projet. Et ici, dans mon footer, alors eux, ils ont rajouté une petite nav. Moi, ça, je l'aurais corrigé. J'aurais probablement modifié un petit peu tout ça, mais ça ne me gêne pas. Le side, je ne sais pas trop pourquoi ils ont un side. Je pense que c'est lié au responsive, peut-être. Comment c'est ici? Ouais, non, même pas. Bah, je ne sais pas pourquoi ils utilisent une balise de side. J'aurais pas fait ça. C'est pas dramatique. Mais vous voyez, on a une structure qui est très très propre avec la méthode qu'on a fait là. Donc là, je build mon projet. Voilà, bah, pour qu'il se compresse. Vous voyez, il est fini. Et je vais faire un npm run deploy. Et je vais déployer ma page web sur mon GitHub directement. Donc là, c'est déjà publié, qui est top. Je retourne sur mon GitHub. Je vais volontairement fermer, vous voyez ici, c'est mon localhost. Je ferme volontairement cette page pour pas qu'on la confonde. Là, aujourd'hui, si j'ouvre ma page qui est en ligne, je suis toujours sur notre vieux truc qu'on avait fait au tout début. Donc vous voyez que déjà, on est quand même parti de là. Le live-co, il a duré 1h11 et on arrive quand même à une page qui est un peu finie. Donc là, j'actualise pour voir où ça en est. Donc là, vous voyez, il est en train de déployer. Donc moi, j'aime bien cliquer là. Vous voyez vos différentes étapes de déploiement. C'est intéressant. Vous pouvez même aller sur le détail pour voir ça. Et là, vous voyez carrément tout ce qu'il est en train de faire. Je trouve ça... GitHub Pages, c'est vraiment un super outil pour déployer du front. Bon, après, il y a plein de choses ici qui probablement parleront pas encore à plein de gens, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Mais là, il est en train de faire le job. Il est en train d'auto-déployer mon site sur Internet. J'ai rien à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de déploiement. Alors, je vous rassure, hein, professionnellement parlant, c'est des stratégies bien plus complexes que ça. Là, moi, c'est un truc vraiment basique que je vous montre. Et vous voyez qu'ici, le job est complet. Donc, globalement, si je réactualise ici, que je vais sur ma branche GH Pages, donc GH pour GitHub, hein, GitHub Pages, c'est bien déployé. Et bien là, si j'actualise ma page, normalement, je retombe sur la page qu'on a faite. Et elle est déployée, elle est en ligne. Je peux envoyer ça, je peux le poster sur mon LinkedIn si j'ai envie de présenter des projets ou autre. Et je peux présenter cette page-là, bah, voilà, qui est fonctionnelle. Bon, alors là, évidemment, elle dit rien, elle ne fait rien. Je ne sais pas si ça vaut le coup de la partager, mais on a un petit truc, juste pour ceux qui avaient déjà suivi mes précédents live-co, on avait déjà codé un truc un peu comme ça en vanilla, c'est-à-dire en partant de zéro, HTML, CSS, JavaScript. Il nous avait fallu 3 heures pour le faire. J'avais eu besoin de 3 live coding pour vous faire à peu près l'équivalent. Je peux vous la montrer, la page. Hein. De toute façon, pour ceux qui ne savent pas, vous allez sur mon GitHub, F Chavonnet. L'intégralité de mes live coding, vous tapez ici comme mot-clé live coding. Je fais toujours de la même manière. Ils sont listés ici. Donc, on avait fait un petit jeu de memory une fois. On avait fait un site perso, justement. Donc ça, c'était le précédent. Vous voyez qu'il ressemble un petit peu. Hein. C'est un peu la même stratégie. Voilà. Alors, il y avait un peu plus de choses. On avait fait ici des imports JavaScript pour que les projets changent dynamiquement. Voilà, on avait un peu le même principe, mais il nous avait fallu 3 heures. Là, avec les frameworks modernes, et c'est là où il faut comprendre l'intérêt des frameworks, bah, en 1h10, j'ai pas la même chose, hein, je vous l'accorde, j'ai un petit peu moins de choses, mais j'ai un truc qui quand même, enfin, je veux dire, il n'y a pas une différence de ouf entre les deux. Et ça, je peux vous dire que importer ça, je vais sur Lucid, pardon, sur Daisy UI, je vais sur un truc qui s'appelle Field7 ici. Et globalement, bon, ben, je peux retrouver très très vite, vous voyez, mon système de login, mes éléments, enfin, ça va super vite à coder. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. J'aurais bien voulu vous montrer, j'aurais bien voulu vous coder un système de login. Je pense que si je fais une suite, je ferai ça, je vais le garder comme ça. Je vais peut-être le corriger un peu pour améliorer un peu le design. Et ici, je vais mettre des images Holberton, je vais faire un petit truc sympathique, peut-être un week-end, je vous ferai ça.
Et j'aimerais bien vous mettre un petit système de login ici et vous présenter un outil dans mon prochain live qui s'appelle Supabase ici, qui est un outil qui est génial parce qu'il vous permet de faire tout votre back-end sans l'héberger. C'est eux qui l'hébergent. Supabase, c'est gratuit à hauteur de 2 projets. Vous pouvez faire 2 projets et des projets qui peuvent être assez scalés, pour le coup assez gros. Et vous pouvez héberger le back-end de 2 projets. C'est une base de données qui est à base de PostgreSQL. Mais c'est surtout le système de login que j'aimerais vous montrer, mais ça mériterait un live coding complet pour le faire. Et puis bah voilà, je pense qu'on est pas mal. On a déployé notre page, on a notre GitHub qui est fait. Bon, moi je referai un petit truc propre pour la prochaine fois pour partir sur une base. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de coder des pages web et de creuser un peu le React. Je vous rappelle, hein, avant d'attaquer tout ça, je pense que c'est important d'avoir des bonnes bases de HTML. Alors le HTML, pour moi, c'est quelques heures d'apprentissage aujourd'hui pour les étudiants de la Holberton School. Si vous faites les 3 premiers mois de C et que vous commencez un peu le Python, le React, vous allez apprendre très vite. Le CSS, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas trop de limites dans l'apprentissage. En CSS, aujourd'hui, vous pouvez faire mon truc qui marche le mieux aujourd'hui, que les gens aiment le plus. Euh, vous voyez, j'ai pas mal de gens qui me demandent s'ils peuvent le réutiliser. J'ai quasiment un mail par mois ou 2 mails par mois. C'est ce truc-là. Ça, c'est du pur CSS. Vous voyez, c'est un petit flickbook. Voilà. Bon, bah, ça vaut ce que ça vaut, mais ça, là, il n'y a pas de JavaScript. C'est du HTML et du CSS pur, tout ça. Vous voyez, vous pouvez faire des choses qui peuvent aller en front. Vous pouvez aller vraiment très très loin. Alors, je pense que tu peux Daisy UI pour Django. Je ne serais pas surpris. Écoute, moi, je pense que Daisy UI, tu peux l'utiliser avec Django. Hein, tu vois, regarde. Hop, si tu vas sur la documentation, tu as les étapes d'installation de Daisy UI avec Django, ici directement. Donc si tu veux Daisy UI Fafa 10 pour Django, il n'y a aucun problème. Daisy UI, honnêtement, regardez, hein, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais Daisy UI, c'est utilisable avec à peu près tout ce qui existe sur le web. Hein. Même WordPress, enfin, c'est vraiment une bibliothèque, encore une fois pour moi, qui reste orientée débutant. Je pense que Et encore, franchement, en vrai, non. Vu la puissance de la biblio, vous pouvez même l'utiliser en dev pro. C'est sûr que. Ouais, donc tu vois, hein, tu vas là, hein, tu vas sur Django et tu as toute ta doc. Il faut que tu lises hein, un petit peu tout ça pour être sûr de. Donc il te dit même, tu vois, comment installer Django de base, comment démarrer ton app, où tu dois commencer. Donc tu dois mettre un template tu vois, dans ton dossier. Là, from Django Shortups, tu vois, tu as vraiment tout. Tu vois, là, tu as les imports. La config est un petit peu plus compliquée, mais c'est tout à fait. Donc il ne faut pas que tu oublies. Par contre, si tu utilises avec Django, il faudra bien que tu installes Tailwind CSS avant. Daisy UI ne peut pas marcher sans Tailwind CSS. C'est pour ça que je l'ai installé dès le début de ce live. Et donc, comme je vous disais, pour ceux que ça intéresse et qui veulent revoir les live coding, quand c'est publié par l'équipe de com du staff, en général, ce que je fais, vous voyez ici, c'est que sur mes README, je vous mets les liens des live sessions que vous pouvez retrouver. Donc si vous avez envie de revoir ce truc de base, qui est pour moi l'étape numéro 1 de ce qu'on a fait aujourd'hui, bah, vous les avez là, ou bien sûr sur la chaîne YouTube d'Holberton. Je n'ai que un live coding où je suis désolé. Ah oui, DRF côté back-end. Ok, ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est adaptable. Hein. Je pense que tu l'installes et après, il suffit que tu l'importes au bon endroit. Je ne suis pas expert de Django, pour être franc avec toi. Moi, j'ai jamais utilisé Django d'ailleurs. Je suis plutôt à l'aise avec Flask, qui est un peu l'ancêtre de Django. Mais je ne veux pas te dire de bêtises là-dessus. Ça, je te laisserai fouiller de ton côté. Mais c'est sûr que tu peux utiliser Daisy UI. C'est compatible Django. S'ils te l'indiquent sur leur site, c'est que c'est compatible. Donc, je ne suis pas inquiet du tout là-dessus. Et puis, bah, écoutez, il va être temps de finir. On a dépassé de petite vingtaine de minutes, mais bon, ça arrive souvent. N'hésitez pas à aller voir les autres lives sur la chaîne d'Holberton School. Vous en avez pas mal de ce type-là. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura hypé, que ça démystifie. C'est exactement le mot, tu l'as dit dans le chat. Le but, c'est un peu de démystifier et de vous expliquer un peu certains basiques. Moi, j'aime bien faire ça. Parce qu'en 1 heure, vous vous doutez bien que j'ai pas le temps de vous faire un back-end complet d'un gros site. Enfin, c'est beaucoup trop court. Il faudrait 3 ou 4 sessions. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt. Très bonne fin de journée à tous. Et puis s'il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez, pour les étudiants d'Holberton, n'hésitez pas à me contacter. Je suis dispo sur Discord. Peu importe le campus où vous êtes, si vous avez une question ou autre, vous n'hésitez pas. Et puis bah, écoutez, moi il me reste à vous souhaiter une très très bonne fin de journée. Et la bise à tous.